recherche de la tradition, une émission de Louis Calaferte. Première série, Fakir et Prodige avec Yvon Hiva. Yvon Hiva, vous avez le privilège, et peut-être redoutable d'ailleurs, d'ouvrir cette série que nous allons consacrer sur nos antennes, disons d'une manière générale, en gros, à la spiritualité, au monde intérieur de l'homme. Alors ce que je voudrais avant toute chose, c'est que vous vous présentiez pour nos auditeurs, vous nous disiez d'où vous venez, qui vous êtes, enfin, etc., etc. Je voudrais auparavant tout de même signaler une chose qui me paraît être importante, c'est la publication toute récente d'un livre qui est consacré au fakir, qui est consacré à une expérience que vous avez vécue personnellement, oui, qui est un livre du reste fort intéressant, et qui a pour titre Les fakirs et leurs secrets, qui vient de paraître dans la série Documents et l'ère du temps chez Gallimard. Alors maintenant, nous allons, si vous voulez bien, entreprendre notre dialogue le plus libre possible, et je vais vous demander... D'abord, êtes-vous réellement ce qu'on appelle un fakir? Et puis alors, nous reviendrons là-dessus, hein, parce que fakir, il faut bien dire ce qui est, ça entraîne un petit peu dans l'esprit du public quelque chose d'assez péjoratif. Oui, sur le plan ascèse, oui, je suis un fakir. Si on prend le mot fakir au sens péjoratif, je me défends violemment d'en être un. Bon, je voudrais dire, car vous pouvez peut-être pas le dire vous-même, je voudrais dire pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et que cette émission intéressera, que vous êtes aussi un poète, oui, et que vous êtes aussi un écrivain, et que le fait d'être fakir n'est qu'une expérience que vous avez, exactement, que vous avez menée, que vous avez voulu essayer. Bon, comment se fait-il que vous soyez fakir, Yvon Hiva, et peut-être vais-je vous demander votre âge d'abord, parce que je pense que ça a tout de même un intérêt. 32 ans. Vous avez 32 ans. Comment se fait-il qu'à 32 ans, vous vous intituliez fakir, dans le bon sens du mot, j'insiste? C'est-à-dire, je me suis intitulé fakir dans le bon sens du mot, je vous remercie, bien avant 32 ans, et j'y suis venu par des circonstances particulières. Je suis né infirme, oui, diverses infirmités congénitales, notamment des pieds bots, qui m'ont tenu prisonnier des hôpitaux pendant de nombreuses années. De ce fait, ma sensibilité naturelle s'en est trouvée accrue, oui, et vers 10 ans environ, je me suis trouvé condamné à ne pas marcher comme les autres et également, toujours d'après les médecins, à ne pas avoir d'enfants. Et ces diverses révélations ont déchaîné en moi un violent complexe d'infériorité. Vous aviez 10 ans, je m'excuse d'insister. Enfin, quand j'ai commencé d'en souffrir, oui. Oui. Qu'est-ce que pense un enfant de 10 ans d'une telle révélation, enfin, et au fond d'une telle réalité, puisque vous vous rendiez parfaitement compte? Et il arrive à avoir peur de tout, même de ses parents. Je n'osais plus parler à mon père, j'avais peur de choses banales comme frotter une allumette, mais j'avais peur également de me confier à mon père, même pour mes simples devoirs d'école. Et la réaction s'est produite quand, enfin, comment, dans quelles circonstances? Beaucoup plus tard, c'est-à-dire entre cette réaction et le début du complexe, il y a eu une crise de mysticisme, oui, qui m'a conduit dans un séminaire où, au lieu de calmer ce complexe, ça l'a augmenté, non pas par les professeurs, mais par l'ambiance des camarades. Ça aurait été dans un collège, ça aurait peut-être été la même chose, mais vous savez très bien que dans toute communauté d'enfants ou d'adolescents, on cherche une tête de Turc, et le hasard ou le malheur, je ne sais pas, a voulu que ce soit moi, dont mes camarades se moquent de par ma timidité, de par ma claudication. Et évidemment, cette moquerie, cette mise à l'écart a augmenté en moi ce complexe d'infériorité et m'a fait obliquer vers une voie bien loin du mysticisme qui était le mien alors, une voie proche de la haine, de la révolte, et une voie qui me faisait peur d'ailleurs, et dont j'essayais par tous les moyens de m'en sortir. Évidemment, j'ai essayé la prière à l'époque, mais ça n'a pas donné grand-chose, puisque voulant rentrer
voulant devenir prêtre en rentrant à ce séminaire, j'en suis sorti avec des idées totalement différentes. Et je suis sorti du séminaire justement parce que j'ai jugé que je m'étais trompé, que ma vocation n'était pas de devenir prêtre, de servir Dieu tout au moins de cette façon. Oui. Et je me suis retrouvé en butte avec mes parents. À l'époque, je voulais déjà devenir artiste. Artiste, oui. Ce qui ne plaisait pas du tout à mon père. Je m'excuse, qu'est-ce que vous entendiez par artiste? Dans quelle branche artistique? À l'époque, je jouais du violon, d'une part. Oui. D'autre part, je composais déjà de la musique et des chansons. Et je pensais, c'était une illusion d'ailleurs, avoir suffisamment de talent pour les interpréter en public. Mais mon expérience a prouvé plus tard que j'étais encore bien jeune. Et mon père, de toute façon, qui était gendarme, s'est opposé à cette idée de voir son fils devenir saltimbanque, n'est-ce pas? Et il m'a mis au pied du mur, soit de poursuivre mes études dans un autre collège que le séminaire, ou bien de prendre un métier. Moi, j'ai pris une solution inattendue, j'ai pris la porte, je me suis sauvé et j'ai commencé une vie itinérante, invraisemblable pour un gamin de 15 ans. J'ai été groom, garçon de café, j'ai joué du violon dans des balles de campagne, etc. Jusqu'au jour où, vraiment en crevant trop de faim, je suis rentré repentant au Bercail. Et là, j'ai accepté le premier métier venu, c'est-à-dire aide-maîtreur sur un chantier de reconstruction. Et là, évidemment, je me suis retrouvé dans une ambiance particulière, l'ambiance des maçons, et de nouveau, j'ai été la moquerie de mon entourage parce que j'avais peur de ces gens rustres, courageux certes, mais rudes dans leurs propos, dans leurs attitudes, et cela a ancré plus fortement en moi ce complexe et en même temps, parallèlement à l'ampleur de ce complexe, le désir de le vaincre. Et pour me venger d'une part, pour essayer de me consoler d'autre part, je passais mes nuits à composer de la musique ou des poèmes, qui n'étaient évidemment pas doux, vous vous en doutez, mais malgré tout je lisais également, et c'est au hasard de mes lectures que je suis tombé dans un magazine sur cette phrase « Le fakirisme est l'art d'acquérir la volonté ». Or, je savais pertinemment que ce qui me manquait pour sortir de cette impasse, c'était de la volonté. Bon, alors nous y voilà, nous arrivons au fakirisme proprement dit. Voilà. Alors, je voudrais que nous traciez, enfin d'une manière peut-être sommaire, enfin que vous nous traciez un petit peu vos premiers pas dans cet ordre du fakirisme, qui est un ordre absolument inconnu pour la plupart des gens, il faut bien le dire. Même pour moi, je ne connaissais que cet article. Partant de cet article, j'ai acheté des livres, j'ai commandé des livres, j'ai reçu d'ailleurs une multitude de livres. Et j'ai été étonné de recevoir des livres qui étaient censés traiter de fakirisme, mais en réalité ne traitaient que de trucs de fakir, de prestidigitation, car dans l'esprit des Français, un fakir, c'est plutôt un prestidigitateur qu'autre chose. Oui, c'est l'illusionniste qu'on voit sur les scènes de musical. Exactement, alors qu'en réalité, c'est tout autre chose. Mais heureusement pour moi, j'ai reçu 2 traductions de livres parlant d'authentique fakirisme, c'est-à-dire de fakirisme hindou. Et là, j'ai commencé mon ascèse, mais ça a été pénible parce que l'origine du fakirisme est religieuse et la religion était contraire à la mienne, n'est-ce pas? J'ai donc dû adapter à la religion catholique qui était mienne les disciplines bouddhistes ou brahmanistes. Bon, alors je vais vous demander quelles étaient précisément ces disciplines que vous avez tenté d'assimiler. La première, ça a été le jeûne absolu, oui, que j'ai poursuivi pendant 11 jours en continuant de vaquer à mes occupations d'aide-maîtreur, c'est-à-dire de grimper aux échafaudages, ce qui n'était pas toujours facile en raison de ma démarche incertaine. Et j'ai réussi à tenir 11 jours et demi. De jeûne absolu, de jeûne absolu, oui, sauf 1 à 2 verres d'eau pure par jour, c'est tout. Oui. Et je me suis aperçu que plus je souffrais, plus j'avais faim, plus je défaillais, moins j'avais peur de mes semblables et plus j'avais la force de répondre aux moqueries
des maçons du chantier. Alors j'ai donc repris courage, je me suis dit, tu es véritablement sur la voie. Et malheureusement, parce que j'étais trop faible, j'ai arrêté le jeûne, quelques jours après, j'ai de nouveau été en prise aux affres de l'infériorité. Et je me suis dit, bien, puisqu'il y a quelques jours, souffrant volontairement dans ta chair, tu n'avais plus peur de tes semblables, il faut absolument trouver un moyen de souffrir, du moins pendant quelque temps, sans arrêt dans ta chair, de façon à ne plus te sentir en infériorité. Et c'est ainsi que, me souvenant, parce que je vous ai parlé de ma crise de mysticisme tout à l'heure, je voulais être prêtre, mais à la fin, plus que prêtre, je voulais être moine cloîtré. Oui. Et j'avais appris évidemment que les moines cloîtrés portaient des cilices. J'avais une idée vague de ce qu'étaient ces cilices, et je m'en suis fabriqué dans mon imagination d'adolescent avec des punaises dont je m'enfonçais les poings dans les biceps et que je maintenais en place par des bandelettes. Bon, je m'excuse Yvon Hiva de vous couper. Cette expérience est fort intéressante et je pense que toute la suite de vos révélations vont être très intéressantes. Je vais tout de suite vous poser une question puisque nous discutons librement. Est-ce que vous ne pensez pas que chez un adolescent, il y a quelque chose de proprement, du point de vue de l'esprit, de proprement malsain au fait précisément de s'enfoncer des punaises ou autre chose dans le corps? Je vous pose une question directe, je m'en excuse. Mais mais je pense que ça représente tout de même un intérêt, un conditionnement psychologique pour l'individu qui est précisément adolescent, même en proie à l'angoisse, même en proie à la peur des autres. Bien, justement, je crois qu'il était... il peut vous paraître malsain. Non, je vous pose la question. Oui, d'accord. À mes yeux, il ne l'était pas, puisque c'était un peu le cachet d'aspirine que l'on prend quand on a mal à la tête. Je m'étais aperçu par la première expérience tentée d'après les disciplines fakiristes hindoues, que le jeûne m'avait amené dans la bonne voie. J'ai essayé un autre moyen de poursuivre. Oui, mais physique celui-ci. Essentiellement physique. Essentiellement physique. À l'époque, en tous les cas, je ne pense pas avoir eu un esprit malsain. Je l'ai peut-être eu depuis, mais nous en reparlerons. Bon, d'accord. Alors je vous laisse continuer, Yvon Hiva, car je pense que cette expérience peut intéresser. Oui, et justement, je devais essuyer une nouvelle déception parce que je pensais, en m'enfonçant ces punaises, avoir la douleur en permanence, alors que c'est absolument faux parce que un organisme traumatisé devient indolore. Alors je vais... Rapidement ? Au bout de 20 minutes à peu près. Alors il fallait donc que je change mes punaises de place assez fréquemment. Et je me suis inventé toutes sortes de tortures, de piqûres à longueur de journée. Et... C'est puéril tout ça. Et de moi, oui, mais d'ailleurs j'étais puéril. Et ça a duré, cette petite fantaisie, 2 ans. Jusqu'à 18 ans. C'est déjà une preuve de volonté, là. Oui. Et à 18 ans, je pensais du moins être totalement débarrassé des complexes, du moins de ceux qui m'opposaient à la vie en général, à mes contacts quotidiens. À ce moment-là, j'ai arrêté mes macérations, car je n'étais pas, comme me l'ont susurré certains journalistes ou adversaires, un masochiste, absolument pas. Je ne pensais qu'à une chose, de devenir un homme comme les autres, et je pensais l'être devenu, franchement, à 18 ans. C'est pourquoi j'ai arrêté mes macérations, et j'ai commencé de me diriger dans ma profession d'auteur, à laquelle j'aspirais. Et le résultat de ces macérations, ont-elles supprimé, cette espèce d'angoisse que vous aviez par rapport au monde extérieur ? À ce moment-là, oui. Oui, totalement. À 18 ans, je n'avais absolument plus peur de mes semblables. J'étais capable... Est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce qui vous faisait peur chez vos semblables ? Qu'est-ce qui vous faisait peur dans ce monde extérieur ? Sa brutalité Oui, je croyais que les gens me maudissaient de par mon infirmité. Je pensais que les gens n'admettaient pas mon infirmité physique. Et je pensais que le fait que je sois infirme amènerait automatiquement une négation à toute demande que je puisse formuler à mes semblables. Et même à mon père. Je croyais que mon père avait honte d'avoir mis au monde un fils infirme. C'était vrai ou pas ? C'est absolument faux, oui. Ma mère aussi, d'ailleurs, au contraire. Seulement, tel était mon esprit d'adolescent. Et
À 18 ans, j'ai donc passé mes examens d'auteur, et comme auteur et comme compositeur. Oui. J'aurais pu commencer une carrière. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu, parce que je vous ai dit que j'étais poète, mais un poète humaniste malgré tout, je crois que cela tient à mon enfance souffreteuse et passée dans les hôpitaux, en compagnie de la souffrance humaine. Et j'ai pensé qu'avant de démarrer dans cette carrière littéraire et artistique, parce que je voulais non seulement écrire des livres et des poèmes, mais également des chansons et les défendre moi-même sur les scènes européennes, j'ai pensé qu'il était normal que je fasse profiter de mon expérience les autres malades qui pouvaient se trouver dans mon cas. Et c'est là que j'ai imaginé de mettre sur pied une série de conférences sur la volonté acquise par la résistance à la souffrance, tant physique que morale. Et pour illustrer ces conférences, j'avais mis sur pied quelques petites expériences ou macérations de fakir, telles que transpercement avec des aiguilles, enfin d'autres expériences dont nous parlerons plus tard. Oui, précisément, je ne voudrais pas que nous allions trop vite, Yvan, parce que il y a une chronologie qui est la vôtre, vous la connaissez, ça vous paraît tout naturel, mais enfin je pense qu'il faut peut-être procéder un petit peu par tranche. Et alors justement, en revenant à ces conférences, elles ont eu un inconvénient. J'annonçais, parce que je manquais d'expérience, j'annonçais que j'avais 19 ans lorsque j'ai présenté mes premières conférences. Et de ce fait, eh bien, j'ai parlé devant des auditoires de 30, 40, 50, 80 personnes au maximum. Les gens ne se dérangeaient pas. Et ceux qui se dérangeaient, en principe, étaient déjà convaincus de la puissance de la volonté. Donc, mon but n'était pas atteint. Et comme j'étais persuadé, moi, que mon message s'adressait à la généralité de la population, pour la toucher, cette population, j'ai imaginé de monter un numéro de music-hall, c'est-à-dire quelques expériences spectaculaires, frappantes, n'est-ce pas, enrobées par un laïus très simple, percutant, qui permet en quelques mots de démontrer ce que j'avais à dire, et pour pouvoir toucher le public en général, de me faire engager de me produire aussi bien dans les spectacles de music-hall avec des grandes vedettes que dans des attractions de cinéma, aussi bien dans des petits cinémas que dans de grands cinémas. Je voudrais vous poser une question, parce qu'il y a une sorte de paradoxe là dans cette mutation soudaine. D'une part, vous nous dites que pendant 18 ans, vous avez pratiquement ressenti une sorte de haine vis-à-vis de vos contemporains, enfin, vis-à-vis du monde du dehors, et puis tout à coup vous vous penchez vers ce monde du dehors, et non seulement vers ceux qui étaient dans votre cas, c'est-à-dire les malades ou les gens diminués pour une raison ou pour une autre, mais vous dites précisément, je voulais m'adresser à toute la population, etc. Oui, pour la bonne raison que ces macérations m'ont permis de sortir de ce complexe d'infériorité. Oui, donc, mais vous n'avez plus de raison de les haïr. Oui, non, vous auriez pu avoir plus de raison de les haïr, ce que je comprends parfaitement, ce que je comprends moins bien, si vous voulez, enfin, je vous pose la question, c'est le fait que vous passez d'une sorte de haine vis-à-vis du monde, et puis tout à coup, une espèce de générosité générale. Générosité, je crois, je l'ai certainement toujours eu, mais elle était contenue par elle était contenue par ce complexe. Ce complexe étant éliminé, la générosité a pris toute son amplitude. Bon, eh bien, Yvan, voici la fin de notre première émission. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain, à la semaine prochaine, et nous essaierons avec vous, si vous le voulez bien, d'analyser encore ce qui vous a amené au fakirisme. Bonsoir.